En fin de retour, alors c'est un bel sortie de l'eau hybride. À l'intérieur, t'as le dos qui s'écroule un peu. Restez sur un dos solide. Là, tiens les genoux dans le fond du bateau. La première victoire du club va remonter aux années 70 avec le 8 cadet qui va être champion de France cette année-là et ce 8 cadet sera de nouveau champion de France 2 ans plus tard. Sur le plan international, on va retrouver une paire Kiefer Taborski qui sera vice-champion du monde et qui va permettre au club de rentrer sur la scène internationale. Mais en 1959, c'est la première victoire du club. C'est un 8 senior qui va s'imposer à la Coupe des provinces françaises pour la première fois. Ce jour-là, nous avions toutes les grandes équipes qui nous étaient rivales jusqu'à présent et qu'on avait gagnées. Et avec l'ambiance de ce 8 qui était une équipe d'amis, pour ainsi dire, et avec une volonté tout à fait probante de gagner, et d'une volonté aussi sportive bien sûr, mais de volonté d'aller de l'avant. Et ce jour-là, donc, pour la finale de la Coupe des provinces françaises, le chef de nage nous avait dit bon, on commence doucement, mais on finit fort. Mais nous étions tellement motivés pour gagner cette course que dès le départ, finalement, on a emballé le bateau et c'était presque le chef de nage qui suivait le rythme du bateau. Toujours est-il qu'on a gagné assez facilement contre le cercle de l'Aviron de Lyon, qui était notre adversaire principal. Dans les années 80, certains athlètes vont participer donc à la vie internationale du club et vont marquer en fait la vie du club par des médailles. On va retrouver parmi ces athlètes Claude Massy, Serge Privat, Philippe Maître, Alain Ouaché, Pascal Vincenti. Donc tous ces gens vont contribuer à une foison de médailles sur le plan international. Les années 90 pour l'aviron grenoblois vont être marquées en 1993 par un premier titre en 4 de couple chez les femmes, où on va retrouver Anne-Julie Cellier, Sophie Laplace, Amélie Ehrenstein et moi-même, Laurence Bernard. Les années 90 pour l'aviron grenoblois sont marquées par un exploit en 1997, qui est une année, en fait, c'est un grand cru, parce qu'on va rafler toutes les médailles au championnat de France chez les femmes, avec une médaille d'or en 400, une médaille d'or en 4 de couple, une médaille d'or en 2 de couple et une médaille d'or en 2 de couple poids léger, où là on va retrouver des grands noms comme Bénédicte Luzuy-Dorfmann, Sylvie Chevalier, Sabine Dadalt, Solène Hamon, Estelle Flageolet, Sylvia Elibeux et d'autres, et moi-même. L'année 99, c'est une année également charnière parce que là, les hommes vont s'imposer au championnat de France en 400 poids légers et en 400 lourds. Et là, pareil, on va retrouver des grands noms qui vont participer à asseoir donc, le club sur le plan national avec Xavier Dorfmann, Aubin Souris-Lavergne, Loïc Sibeux, Vincent Chatin, Ismaël Flores et d'autres. Aujourd'hui, en 2013, ça fait 20 ans
que l'aviron grenoblois est classé sur le podium des clubs. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, il y a un travail qui a été effectué tout au long de ces années, que ce collectif va grossir au fur et à mesure des années pour finalement retrouver ce club et une explosion en fait donc de ce club sur le plan national et international. Et vous pouvez le constater aujourd'hui en 2013 par toutes ces coupes et ces médailles dans cette vitrine. Pour parler de l'aviron grenoblois, je ne vais pas remonter jusqu'à l'Antiquité, parce qu'à l'Antiquité, on a connu l'aviron surtout sous forme de galère, donc la notion de plaisir était assez simple. Et c'est en 1893 où les passionnés des sports nautiques, qui entre autres nageaient dans l'Isère à l'époque, puisqu'à l'époque on se baignait encore dans l'Isère, ont eu envie de naviguer sur l'eau et de se confronter lors de régates soit amicales, soit avec d'autres sociétés de la région. Quant au début du club, vous imaginez bien que c'était artisanal, puisque sur le terrain de l'île Verte qu'un rameur avait donné au club, ont été construits plusieurs locaux, des garages où on mettait les bateaux. Également, pour ce qui était la pratique sur l'eau, on avait des pontons un petit peu, disons, rustiques. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Et d'autre part, les personnes ont construit plusieurs garages à bateaux avec quelques aventures, ou plutôt mésaventures, entre autres un incendie qui avait détruit la totalité du garage. Par la suite, eh bien, les présidents se sont attachés à stabiliser la pratique de l'aviron à l'île Verte, avec, entre autres, la construction de locaux plus adaptés. On a eu toute une série de présidents qui ont marqué leur temps. On a eu des notables, notamment, enfin, des avocats, des chefs d'entreprise. Par exemple, on a eu des personnes comme M. Pomagalski, qu'on connaît encore dans les remontées mécaniques, qui est encore un nom qu'on connaît bien. Parmi les présidents qui ont marqué, nous avons le docteur Biche, dans les années 1919-1920, qui était encore vice-président en 1962, vice-président d'honneur du club en 1962 quand je suis rentré au club. Nous avons eu également d'autres grands présidents, à savoir M. Sivet, qui était avocat, M. Feltrin. Et très vite, ensuite, on est passé après-guerre avec un président qui a fait beaucoup pour l'aviron grenoblois. Je veux parler du président Rosier, mais je pense que Jacques Rosier, son fils, vous en parlera plus en détail. Mon père a découvert ce sport par la presse, par les relations certainement. À l'époque, j'avais 6 ou 7 ans. Je n'ai pas tous les souvenirs tout frais, mais il s'est pris d'amour pour ce sport en général. Et comme on habitait à 200 mètres du club, il est venu se promener sur les bords de l'Isère et il a fait connaissance des gens qui étaient en place, des anciens rameurs, des rameurs actuels. Et il s'est investi dans le club de façon à promouvoir ce sport qui lui était très cher et il y a passé sa vie. Les locaux de l'aviron grenoblois étaient d'une rusticité mémorable, c'était du bois de partout, il n'y avait encore pas de douche, il n'y avait pratiquement pas de vestiaire. On avait par contre au premier étage, qui était très important et très connu sur la place de Grenoble, une très grande salle de réunion où on s'entraînait, où on réparait les bateaux et où on faisait une fois par an un bal qui était réputé sur Grenoble, parce qu'il y avait toujours un orchestre, et c'était le bal de l'aviron grenoblois qui était dans les années 50 à 62, hyper connu et très très coté. Mon père s'est investi à 200% dans l'aviron, et l'aviron grenoblois surtout. Son travail d'inspecteur des transports était déjà très prenant, mais tous les soirs et tous les week-ends étaient consacrés à 200% à l'aviron. Et son bureau était l'annexe du bureau de l'aviron grenoblois avec sa secrétaire, ou toute de l'aviron grenoblois et de la Ligue Dauphiné-Savoie. Ça lui a pris énormément de temps. Les week-ends, c'est clair, on ne se demandait pas où était le père Rosier dans la famille. On savait qu'il était au club ou en déplacement. Eh bien, nous sommes à l'île Verte, au bord de l'Isère. Je vous ai parlé de locaux en bois construits par les membres du club. Eh bien, le travail de tous ces présidents dont on vous parle, eh bien, on va voir tout de suite où l'on en est avec les nouveaux locaux de l'île Verte
qui ont été construits en 1965. Ici, nous sommes quai Jonquin à l'île Verte, sur le terrain où a été créé l'aviron grenoblois en 1893. D'ailleurs, juste à côté, nous avions l'ancien garage qui a existé jusque dans les années 60, puisque juste au-dessus de nous, nous avons l'immeuble qui a été construit grâce à la participation d'un membre du club qui était vice-président et promoteur immobilier, et d'un architecte qui faisait également partie du club. Nous avons donc le garage à bateau dans un premier temps. Au fond, nous avons fait un tank à ramer sur lequel on apprend le geste de l'aviron. Et au-dessus, nous avons des vestiaires, une salle de réunion et une salle de musculation. Donc des équipements qui s'inscrivent dans le cadre de l'immeuble qui s'appelle d'ailleurs l'aviron. On vous a parlé également des très bons résultats de l'aviron grenoblois et on ne peut pas parler de ces résultats sans évoquer la présidence d'Élie Darré, qui à partir de 1985 jusqu'en 2000 a présidé aux destinées de l'aviron grenoblois. Élie était très discret, très réservé quant à son histoire personnelle et à sa personnalité profonde, mais on voyait bien que c'était un homme de la Méditerranée, c'est un homme du tempérament, c'était un homme de la conviction. Je dirais aujourd'hui, avec le recul, que pour moi, c'est un homme du XXe siècle. On peut commencer à employer une telle expression. Un homme du XXe siècle parce qu'il était pétri de ses valeurs humanistes et entrepreneuriales qui, à l'époque, coïncidaient bien. Vous pensiez que la moisson serait moins bonne, alors si je comprends bien? Non, Alain m'avait dit au mois de novembre l'an passé, je fais les 4 titres en filles et je garde le 400. Mission remplie. Mission accomplie. Il parlait toujours de l'ensemble des sportifs comme étant ses gosses et il a été, dans la relation que j'ai pu connaître avec lui, constamment animé de façon absolument identique par le souci de la performance sportive et par le volet, l'aspect social de la politique sportive. Et tout ce qu'on a pu développer ensemble, l'intercommunalité et les interventions d'Élie Darré, ont tourné autour de cette simultanéité d'un projet de sport de haut niveau et de sport de masse, même d'animation sociale, puisqu'on a développé des projets très particuliers qui ont tourné autour du fait que les gosses viennent pratiquer l'aviron pendant les loisirs. L'ouverture et la professionnalisation du club s'effectue dans la deuxième moitié des années 80, enfin commence à ce moment-là. On est à l'époque une poignée de compétiteurs de très haut niveau pour certains, de bon niveau pour d'autres, mais pas très nombreux. Et Élie Darré, quand il arrive assez vite, va chercher à professionnaliser le club, à acheter du matériel. Et puis dès qu'on a pu, en fait, on est venu s'installer là. Et c'est l'été 93 où on creuse la descente à l'eau, on installe des pontons. Sauf que les abords, c'est vraiment c'est l'ancien chantier du pont d'Oxford, donc qui avait été fait sur le bord et tourné après. Et donc c'est un terrain vague, et nous on met les bateaux dans le terrain vague. On débordait au niveau 90, 91, 92, au niveau des jeunes à l'île Verte, on débordait. Et à l'époque, j'avais eu pour idée un peu de dire tiens, on pourrait mettre des bateaux sous le pont de l'hôpital. Donc le pont de l'hôpital à l'époque venait d'être construit, on pouvait imaginer de faire quelque chose comme ça.
Et donc c'est une idée qui fait son chemin au niveau de la mairie du Conseil général. Et puis finalement, elle va être reprise pour mettre des bateaux sous le pont d'Oxford et non pas sous le pont de l'hôpital. Et donc ils auront construit à ce moment-là les installations de base sous le pont d'Oxford qui vont arriver, je crois peut-être 94, enfin assez vite en fait. Et à partir de là, on va être sous le pont, donc le pont non éclairé qui sert à la fois de vestiaire, de garage à bateaux, de là où on met les moteurs, on est tout au même endroit dans les graviers. Et c'est en 97, je crois, on gagne je sais pas, des médailles au championnat du monde, on gagne quasiment la moitié des titres seniors au championnat de France senior. Et là, on arrive à la mairie avec une plaquette de nos résultats et une plaquette en noir et blanc de nos conditions d'entraînement, un peu ironique. Et à partir de là, ça va évoluer, mais ça va mettre encore du temps puisque c'est la métro et non pas la ville qui traite le sujet. Ça a été un long travail d'aboutir à la construction de ces pontons, de ces lignes d'eau et d'un bâtiment. Au moment où le pont d'Oxford a été réalisé, l'intercommunalité a été maître d'ouvrage avec autorisation d'EDF du bâtiment qui aujourd'hui est encore en place et sert de base nautique pour l'Aviron. Il est vrai qu'au début, le projet était très ambitieux. Il comprenait des gradins, des estrades, des bâtiments en dur. On ne le voit pas encore aujourd'hui, mais tout au long de ces années, il s'est agi pour la métro de l'époque, pour l'Aviron, pour le GDOS, de contribuer à ce que la pratique de l'Aviron soit reconnue. Alors je ne vais pas vous parler des 120 dernières années, bien évidemment, mais oui, évoquer l'Aviron grenoblois et cet anniversaire, il faut aussi évoquer l'environnement de Grenoble. Vous avez les montagnes derrière moi, mais vous avez aussi deux rivières. Donc l'Aviron s'est positionné automatiquement il y a bien longtemps sur ces rivières et l'évolution un petit peu de notre environnement a fait que nous avons pu, grâce à d'autres, grâce aux présidents qui se sont succédés à l'Aviron, monter un fabuleux projet et qui fait que l'Aviron grenoblois aujourd'hui fête ses 120 ans, est toujours parmi l'élite des clubs français, forme des jeunes, fait du loisir, fait découvrir le sport en général à travers l'Aviron. Donc bien évidemment, un anniversaire comme celui-ci, ça fait réfléchir par rapport à l'évolution du sport aussi. Moi je peux vous parler des 30 dernières années et c'est à travers des champions qui ont fait rayonner la ville de Grenoble, qui ont fait rayonner la France aussi, vous allez certainement en parler, que l'Aviron grenoblois a pu perdurer. Tout athlète rêve de décrocher l'or olympique. Et c'est même tellement sacré et tabou que beaucoup d'athlètes n'y pensent même pas, préfèrent le laisser, dans une petite bulle, dans un coin très très loin, comme étant quelque chose de complètement inaccessible. Donc forcément, lorsqu'on obtient l'or olympique, c'est le Graal absolu. Ambiance de folie ici sur la ligne d'arrivée avec les 30 000 spectateurs qui ont vu les Australiens devant et les Français qui restent à côté et qui commencent à attaquer un petit peu maintenant. Les Danois qui sont là, les Australiens qui ont presque une demi-longueur d'avance, mais à la bagarre, dans la folie, dans la fureur des 500 derniers mètres, eh bien, on peut faire confiance aux Français qui sont à moins d'une seconde des Australiens. Alors, les 500 mètres les plus importants pour Xavier Dorfman, Yves Ogdet, Jean-Christophe Bett et Laurent Porchier, il me semble qu'ils sont partis. Cette fin de course où les Australiens prennent un petit peu de distance à l'entrée du dernier 500 mètres, c'était leur signature. Et on connaissait leur façon de courir, on connaissait leurs forces. Par contre, eux aussi connaissaient les nôtres et savaient que sur un enlevage et sur les 300-400 derniers mètres, on était impossible à contenir. Oh, ça va être énorme les 250 derniers mètres, énorme. Il reste une trentaine de coups d'aviron pour savoir qui va devenir champion olympique et les Français qui vont tout donner, cadence de folie
pour Xavier Dorfman. Allez Xavier, il faut réagir maintenant. La photo finish est à l'arrivée, c'est celui qui en veut le plus qui va s'imposer. Et les Français qui passent, les Français qui passent. Les Français qui vont peut-être devenir champions olympiques. Ça va être sur la photo finish. Ils y vont vite. Oui, la France est championne olympique en 400 barreurs poids léger devant l'Australie. Alors sur tout le parcours, on a regardé un peu le compte cadence puisqu'on enregistre un petit peu nos cadences et ça a été la course la plus rapide en termes de cadence de ma carrière. Le plus bas c'était 39,5 de cadence. On était quasiment à 40 tout le long au-dessus sur le départ et sur l'arrivée on doit finir à 47, 48. Le commentateur est plein d'éloges à mon égard, ça reste entre nous mais ce que je peux vous dire que c'est grâce aux trois fous furieux que j'avais derrière que cette course a été gagnée à la fin. Parce que j'avais beau essayer, moi, psychologiquement, d'aller chercher dans les réserves, je n'y arrivais pas, je n'y arrivais plus. J'étais complètement oxy, parce que j'avais vraiment énormément donné dans la première partie de course pour psychologiquement fatiguer les Australiens. Et j'ai eu 3 fous furieux derrière moi sur la fin de course qui ont poussé, soutenu, encouragé. Donc ça a été vraiment, voilà, c'était un moment magique, un moment de partage, d'échange entre nous qui était fabuleux. Donc Isère EDF Trophy, au départ, c'est les Masters de Grenoble et c'est une régate pour des compétiteurs, donc des clubs de l'étranger, des clubs de France, pour l'étranger, Oxford, Heidelberg, des clubs italiens, des clubs suisses, et puis les gros clubs français qui viennent régulièrement. Et puis un événement sympa, mais qui nous coûte de plus en plus cher, de plus en plus difficile de faire venir les clubs, et on s'oriente petit à petit vers cette régate entreprise. Au début, on doit faire 3 bateaux, puis 9, et puis à un moment, on a un gars qui va vraiment faire le commercial pour les trophées et qui va nous amener une vingtaine d'entreprises. Et à partir de là, on est rentré dans des logiques où on avait des stagiaires, comme on fait maintenant, des stagiaires d'IUT ou de BTS, qui travaillent sur la relance des entreprises. Alors au début, c'était les Masters de Grenoble, et puis c'est devenu les trophées de l'Isère avec une implication forte du Conseil général de l'Isère. Et puis, à un moment, EDF a vraiment souhaité porter et soutenir ce projet, comme il le fait toujours. Et donc, c'est devenu Isère EDF Trophy, qui semble être un nom qui a trouvé son rythme de croisière localement. Alors, oui, dans le cadre des 120 ans du club, donc on va dire le club abrite, héberge une section universitaire qui est assez importante, qui a été créée en 1987. À cette période, moi j'étais conseiller technique régional donc sur l'académie de Grenoble, en poste à Grenoble. Et le directeur régional de l'époque et le président de l'Aviron grenoblois, Élie Daré, illustre président du club, avait souhaité développer une section universitaire. À l'époque, 30 000 étudiants sur Grenoble, peut-être 40 000. Il était impensable de ne pas développer une section avec des étudiants. On a commencé avec une première école qui était donc l'INPG, l'Institut National Polytechnique de Grenoble, avec une section de 10-12 étudiants. Donc ça, c'est dans les années 87. L'Aviron a été complètement intégré dans le cursus des étudiants. C'est-à-dire que les étudiants, à la fois, découvraient une activité et pouvaient être notés dans cette activité. Donc c'est une espèce de carotte qui a fait faire un bond à l'école, puisqu'en 2000, il y avait 400 étudiants qui pratiquaient l'aviron sur le site universitaire, sur le site grenoblois, avec comme support l'aviron grenoblois. Pendant cette dizaine d'années où j'ai été licenciée à ce club, on a fait participé à de nombreuses randonnées. On était à peu près 300 licenciés dans la section loisirs de mémoire.
Et on a participé à de nombreuses randonnées qui sont organisées par différents clubs. Donc ces randonnées organisées, on les a faites dans le Jura, sur le lac de Vauglan. On a fait la traversée de Paris, on a participé à la traversée de Lyon. On est allé à Embrun, on est allé très souvent dans les gorges du Verdon parce que l'accueil était vraiment magnifique et le cadre bien évidemment aussi. On est allé dans les gorges de la Loire et puis ensuite on est descendu un peu plus bas. On a fait le canal du Midi, ça c'était une randonnée qui était longue puisque ça durait une semaine, donc une organisation plus lourde. On est allé même ramer jusqu'à Venise, puisqu'on a participé souvent à la Vogalonga, donc grosse manifestation qui a lieu depuis plus de 20 ans et qui rassemble toutes les embarcations à rames, c'est-à-dire il y a des canoës, il y a des gondoles, des avirons. La randonnée des îles d'Or, c'est 200 km à la mer sur 4 jours. Des courses plus courtes, mais quand même 13-15 km, entre autres sur Nice, sur Menton-Nice, enfin essentiellement en mer pour celle-là. Nous avons organisé nous-mêmes une rando donc, sur l'Isère au départ de l'île Verte. On avait convié les clubs environnants, donc les clubs de Fontaine, de Sassenage et puis les clubs d'Aix-les-Bains, d'Annecy qui nous avaient reçus précédemment. Ça avait été suivi d'un repas convivial. De toute façon, à l'Aviron Loisirs, c'est toujours convivial, aussi bien les randonnées que les sorties. Le samedi, entre autres, ont souvent lieu des apéritifs dînatoires avec les spécialités de chacun, à la suite donc des sorties, puisque les sorties du samedi, ça peut aller de 10 personnes, mais ça peut aussi aller jusqu'à 50. Alors aujourd'hui, un petit clin d'œil aussi pour l'avenir, parce que quand on voit des résultats avec des filles, des cadets, des plus jeunes, on pense aussi comment on va pouvoir accompagner encore le club avec d'autres collectivités, parce que la ville de Grenoble n'est pas seule non plus là-dedans. Donc bon, moi j'ai un petit regard sur la presqu'île, j'ai un petit regard sur la base du pont d'Oxford et ensemble, encore une fois, avec le soutien du député maire Michel Destot, eh bien nous allons travailler ensemble avec les différentes collectivités et le club pour voir comment on peut se donner rendez-vous encore dans des dizaines d'années. Effectivement, aujourd'hui, l'Aviron Grenoblois a 120 ans. C'est un héritage et c'est aussi une projection dans l'avenir. Donc l'héritage, c'est ce qui a été notamment construit, on va dire qu'il y a quelques pierres de base qui nous ont amenés là où on est, qui sont les locaux de l'île Verte, qui datent de maintenant une cinquantaine ou une soixantaine d'années, qui nous ont permis d'arriver pas très loin de là où on est. Il y a l'arrivée d'Alain au club qui a construit un club professionnel orienté vers la performance, vers l'exigence, dans l'esprit de l'Aviron et de l'Olympisme. Une grande sensibilité du club qui, je pense, est portée par vraiment tous les acteurs autour de la formation des jeunes, qui est notamment issu d'un tournant qu'on a mis en œuvre. On va dire que c'est l'héritage de ce qu'avait mis en place Élie Darret avec la politique autour des collèges, qu'on a infléchi dans le milieu des années 2000 avec Alain pour arriver à s'orienter plus, pour faire rentrer les jeunes des collèges dans le club et pas le club dans les collèges. Et l'avenir, l'avenir il est derrière nous, c'est la base, arriver à faire en sorte que l'Aviron Grenoblois puisse disposer d'un outil de travail à la hauteur de ses capacités et de ses compétences, puisque accueillir des jeunes et tout ça, ça veut dire avoir une base et les 50 ans à venir, ils sont derrière nous. Et c'est tout l'enjeu de ces 120 ans, c'est que le club il puisse aller à 200. Alors on a un héritage qu'il faut respecter et après à nous d'infléchir un peu l'histoire pour faire en sorte de la rendre aussi brillante que possible, quoi. L'Aviron Grenoblois qui fête ses 120 ans, pour moi c'est l'image même, c'est l'image porteuse de l'Aviron au sens large, de l'Aviron qui est porteur de valeurs, qui est porteur de notions très importantes, éducatives, de notions de respect d'autrui, de notions de goût de l'effort, de notions de travail.
de notions d'histoire. Et toutes ces choses-là qui sont mélangées et qui perdurent dans le temps, voilà, elles sont transmises dans ce club. Un petit peu à l'image de mon père qui m'a pris par la main et qui m'a amené dans ce club et qui m'a fait découvrir cette belle activité. On est très très loin des feux médiatiques, on va dire, lorsque l'on évolue dans ce milieu sportif, mais c'est vraiment un art de vivre. C'est un choix de vie, contrairement à certains qui peuvent parler de contraintes. C'est vraiment un choix de vie et c'est une école de la vie extraordinaire. Et j'ai envie de dire à tous les âges, parce que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est athlète, on vit de très très grandes aventures humaines et ensuite ça évolue. On prend du recul par rapport à tout ça, mais on garde cette fibre, on garde cette passion et effectivement on a une approche un petit peu différente de l'activité, mais toujours aussi riche par le biais du bénévolat, du volontariat ou même du professionnalisme. On tourne toujours autour de cette magnifique activité qui est l'aviron. Pour commencer? J'enlève les E, déjà. Il y en a moins là, au début on avait... au début je me disais, là je dis plus E que autre chose. Je parle trop vite ou ça va? Ça va. Donc on refait pareil. Ça va pas. Allez, ça va, ça y est, je vais la voir. Je vais la voir. Et j'ai loupé la question. Les manger. Oh, et les acteurs, ils recommencent souvent. Hein. Beaucoup plus. Hein. Une fois qu'on est mal parti sur un truc, faut pas que j'y pense parce que sinon... Allez, on va y arriver cette fois-ci. Magnifique, hein. Une envolée lyrique.